Professeur Willem, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder quelques temps dans ce forum qui a l'air très dense et très intense en information et en conférences, en atelier. Vous-même, vous participez de manière active, j'ai vu ça sur le programme. Je vous remercie donc pour ce moment que vous nous accordez. Je vais quand même vous présenter, bien que vous soyez déjà une figure plus que connue et reconnue dans le monde de la médecine, et je crois que votre point fort, au-delà déjà de l'aromathérapie pour lequel vous êtes à mon avis une référence dans le monde de cette médecine qu'on va traiter de non conventionnelle, vous êtes une référence quand même dans l'ethnomédecine, et je pense, en tout cas c'est ce que je ressens chez vous, que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et déjà le biais de cette association Médecins en pieds nus, ça vous a quand même permis de voyager dans le monde entier, accumuler une expérience qui est à mon avis fantastique et qui fait de votre vie vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mais je voudrais que vous me disiez qu'est-ce que vous faites ici. Ben oui, on se pose toujours la question parce que je suis chirurgien de guerre, hein, j'ai fait 14 guerres, et puis on se dit c'est quand même la médecine la plus hard, la plus meurtrière, enfin agressive si vous voulez, et ben, tout simplement parce que j'ai voyagé. Et puis quand il y avait des moments de liberté, j'allais voir un peu ce qui se passait. Et je me suis pris au jeu. Donc il y avait la Chine, médecine traditionnelle chinoise, bon, médecine ayurvédique, parce que j'étais dans le Tamil Nadu, qui est une médecine parallèle, mais qui est très scientifique, quoi qu'on dise. Et puis j'ai fait le tour de toutes les médecines populaires en Afrique, etc. Ça m'intéressait, et je débouche sur l'ethnomédecine. Normalement, le terme correct, c'est l'anthropologie médicale. Et le terme, j'ai trouvé un autre terme plus percutant, l'ethnomédecine, c'est-à-dire les médecines d'ailleurs. Alors il y a deux facettes. Donc il y a la facette psychologique, c'est-à-dire qu'il faut étudier la représentation mentale de ces gens, leur religion, ce qu'ils mangent, les archétypes, etc., qui sont importants pour pénétrer donc dans l'âme de ces gens, qui n'est pas classique chez la médecine officielle, qui fait de la médecine symptomatique. Ils ne font pas de médecine de terrain, c'est pour ça qu'ils patinent. Il n'y a pas de résultat. Bon, à partir de là, donc, découvrir l'âme avec toutes les spécificités. Le deuxième verset, c'était la thérapie, ce qu'on appelle la pharmacopée locale. Et alors là, j'ai étudié les plantes et je me suis rendu compte, parce que j'ai fait peut-être 2-3 fois le tour de la planète, que c'est un véritable jardin, la planète. Et vous avez toutes les plantes qui ont, comme on peut dire, qui peuvent traiter toutes nos maladies modernes. Ça paraît un peu choquant, c'est-à-dire bouleversant, mais c'est exact. Et c'est ce dont je vais traiter tout à l'heure, donc la deuxième partie, les thérapies, hein, dans la maladie d'Alzheimer, dans la maladie de la drépanocytose, qui font des dégâts colossaux dans les pays du Sahel, etc. Et il y avait des thérapies. Il y avait des découvreurs et tout, dont on ne parle pas. Et vous devinez pourquoi. Et moi, j'essaye de les remettre sur comment on appelle ça, les faire connaître, urbi et torbi. Parce que j'ai remarqué que tous les produits chimiques que vous prenez au long cours, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas admis par la nature. La nature, on n'est pas calibré pour recevoir toutes ces thérapies que l'on donne, par exemple, je vais vous en donner quelques-unes, les statines dans l'infarctus, les IPP dans tous les problèmes digestifs, reflux, etc. Vous avez les biphosphonates dans l'ostéoporose, etc., la pilule qui est ravageuse, et tout cela va atteindre l'intestin grêle, qui est le pivot. Vous savez que les intestins, c'est le deuxième cerveau, il y a autant de neuromédiateurs, ça communique avec le cerveau, c'est pour ça que quand il y a des ruptures, on le sent tout de suite. Eh bien, à partir de là, donc, on va mieux voir les choses, et puis il y a application pratique. Mais, comme je vous le dis, ce sont des médecines de terrain, c'est-à-dire qu'il faut trouver l'individualité. Chacun, on est différent. Et malheureusement, ça ne plaît pas. Les anthropologues ne plaisent pas. Pourquoi? Parce que vous êtes des électrons libres. Hein. Vous savez, à l'armée, on dit « je veux voir qu'une tête ». Moi, malheureusement, à l'époque, j'étais très grand, vous voyez que la mienne. Bon, alors maintenant, enrichi de mes connaissances, c'est pas du Willem, c'est-à-dire que je suis un prédateur de toutes ces thérapies. Et je les révèle actuellement. Et il y a même des thérapies, je vous dis, par exemple, l'amibiase, il y en a plein qui ont de l'amibiase, et il n'y a pas de thérapie, ce sont des produits chimiques qui vont accélérer, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc la détérioration des organismes, et qui nous mènent directement à la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire, on a 5 barrières pour nous protéger.
La dernière, c'est l'hémato-encéphalique, avec les astrocytes et les cellules gliales, qui sont là pour protéger, qui sont là pour réfréner, pour neutraliser les antigènes qui viennent vous agresser. Et quand la barrière saute, vous avez les scléroses en plaques, sclérose latérale amyotrophique, myasthénie, Parkinson, suivant les récepteurs sur lesquels les antigènes se déposent. Et on a des thérapies qui sont valables. Malheureusement, il est évident que j'ai dû faire connaissance des tradipraticiens, c'est-à-dire c'est des gens qui n'ont pas une grosse culture, qui ont des applications par empirisme, et mon rôle, c'était surtout pas de les agresser en ramenant ma science, tout simplement en leur expliquant, il y a des formules chimiques dedans, ça va dans telle direction. Souvent, donc, ils trouvaient la formule par empirisme, mais le fait de l'expliquer, etc., même des fois, on était dans l'erreur. Donc, ça jouait le rôle de placebo. Enfin, placebo, ça dure 2-3 semaines, hein, l'action du placebo. Et je les remettais sur la voie, mais dans la discrétion et sans les heurter. Et puis, à partir de là, moi, j'ai créé les médecins pieds nus. C'est toute une appellation symbolique. Ça voulait dire un petit peu le dénouement. C'est un peu maoïste, bon, mais à un moment donné, on envoyait dans la campagne, en Chine, tous les intellectuels, des professeurs, etc., et médecins pieds nus, c'est-à-dire il y a des rizières, donc on allait et on faisait de la prévention, et ils avaient une petite musette avec leurs plantes, etc. Et ils soignaient comme ça les gens. Déjà, le fait de communiquer avec eux, d'échanger avec eux, c'est déjà une part dans la guérison. Et après, bon, malheureusement, j'ai été voir quand même le ministre de la Santé qui était émerveillé, mais qui dit maintenant, on est comme dans un monde Afrique, il faut qu'on développe les produits chimiques. Donc, tout le phénomène médecin pieds nus a disparu, comme beaucoup de choses. Comme par exemple, j'allais voir, par exemple, dans ma vie, ce qui m'intéressait, c'est la longévité des Japonais. Quand j'étais au Vietnam, donc j'étais chirurgien sur la pistochimie, bon, après, donc j'ai été faire un petit tour au Japon pour me reposer un peu l'esprit. Et j'ai vu que la longévité était exceptionnelle. Je l'ai étudiée, surtout l'île d'Okinawa. Parce que bon, ils ont une mortalité, je crois, 89 ans, c'est-à-dire 3-4 ans de plus que nous, qui viennent en deuxième position, je ne sais pas pourquoi du reste. Et alors, et ces gens-là, j'ai vu ce qu'ils faisaient. L'île d'Okinawa, par exemple, tout simplement, c'est pas une question de manger du poisson, etc. Tout l'archipel mangeait du poisson, etc. C'est qu'ils ont un rituel qui consiste à dire on mange que 80% de ce qu'on devrait manger. Donc ils faisaient une restriction alimentaire. Moyennant quoi, c'est comme on dit, on sort du repas avec une petite faim, vous voyez. Et à ce moment-là, l'organisme, comme il en manque, il va puiser dans vos réserves, les protéines et les lipides, et il vous met en acidocétose. Et le terrain en acidocétose, eh bien c'est un terrain qui n'est pas favorable au cancer. C'est-à-dire que vous ne proliférez pas quand le cancer ne prolifère pas, parce que y a un qui a eu le prix Nobel, Warburg, en 23, il a dit quand votre terrain est en acidose, il ne peut pas exploiter le sucre, le glucose, qui est un élément cancérigène. Hein, les insulino-résistantes, etc. Bon, à partir de là, c'est Gernez qui a repris l'affaire, qui l'a bien interprété. J'ai été son porte-parole, j'ai fait le secret des peuples sans cancer. Et à partir de là, moi, tout cela, ça correspondait à quelque chose. C'est pas de l'ésotérisme, c'était quelque chose de concret. Et je me suis lancé corps et âme dans tout cela dès lors que c'est resté scientifique, que je pouvais m'appuyer sur un raisonnement logique et scientifique. Et toute ma vie, ça a été cela. Donc, on ne peut pas me reprocher d'être un peu gourou, etc. Non, je pratique, je suis toujours dans la médecine, avec l'aspect humain qu'on a oublié, l'aspect psychosomatique, qui est très important. Pour moi, la santé, il y a 3 éléments. Vous avez la génétique, vous n'y pouvez rien. Merci papa, merci maman, dans les bonnes conditions. Vous avez la nourriture, l'alimentation et la gestion du stress. Bon, évidemment, il y a les pollutions alimentaires, etc. Mais le trépied de la santé, c'est ça. À partir de là, moi, je ne m'en écarte pas. Et j'essaye maintenant, je me lance parce que je suis en fin de parcours, je prépare mes médicaments. Et j'avais remarqué que dans la médecine ayurvédique, il y avait toujours un métal qui apparaissait, un oligoélément, etc. Et alors, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais oui, parce que c'est vibratoire.
et alors ça relance la molécule, le remède. Ça lui donne toute son intensité. On est dans la médecine quantique, c'est peut-être pour ça que je suis appelé ici. C'est que ça booste l'ensemble donc de la thérapie. Et ces gens-là, il y a 2000 ans, 3000 ans, ils n'avaient pas de laboratoire, ils n'avaient rien. On travaillait dans l'observation, d'abord au niveau des animaux, etc. Et ils avaient déjà trouvé le secret. Et nous, plein d'orgueil, etc., on a Internet, etc. Et non, il y a avant, vous pouvez remercier les ancêtres avant. Ça, c'est évident. Voilà un petit peu mon parcours. Écoutez, là, je crois que j'ai plus rien à dire. Vous avez tout dit dans une seule fois, donc je n'ai plus de questions à vous poser. Non, je plaisante. Vous avez évoqué à plusieurs reprises, en tout cas au début de votre propos, l'âme. Est-ce que vous pouvez considérer qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, c'est-à-dire principalement l'Europe, les États-Unis, etc., on a perdu cette notion d'âme et c'est quelque chose qui peut nous être préjudiciable et c'est pour ça qu'on retrouve maintenant un retour vers les spiritualités, vers les religions. Est-ce que c'est quelque chose qui peut nous renforcer? Mathieu Ricard, que j'ai rencontré récemment, me disait la méditation renforce les défenses immunitaires. Oui, mais bien sûr, c'est la psychoneuroimmunologie que les Américains qui sont partis de France et que les Américains nous ont piqué comme d'habitude. C'est évident. Bon, l'âme, l'anima, c'est-à-dire la vitalité, bon, il est évident qu'on est quand même dans un monde matérialiste. D'abord, il y a la crise économique, etc., qui fait que, mais de plus en plus, paradoxalement, on va revenir à cette approche spirituelle dont on a besoin. Spirituel, c'est pas aller à la messe tous les dimanches, hein, les gens confondent tout. Je n'ai pas dit religion, hein, je dis spirituel. Justement. Oui, mais c'est nécessaire. Même si vous êtes croyant ou pas croyant, d'abord moi, je suis croyant avec des doutes, comme j'étais très proche de Mère Teresa, qui elle avait des doutes incroyables, alors que je lui disais que tu es une sainte, tu vas aller au paradis et tout, mais elle avait des doutes incroyables, donc c'est pas péjoratif même à son niveau. Et alors, je me dis, finalement, d'abord, ça permet de rassembler les gens. Hein, dans la spiritualité, quand même, il y a un rôle social ou sociétal, hein, c'est-à-dire de communiquer. La communication, c'est important. Et puis, ce retour vers nous, cette réflexion intérieure que l'on a, on s'enrichit et on le rend, on le restitue. Hein, normalement, ça doit créer une empathie, donc des bons éléments, mais même donc au niveau spirituel, moi je m'y retrouve et puis je vois, parce que j'ai battu, je vous ai dit, la campagne, c'est-à-dire la planète, et je vois, il n'y a pas trop d'erreurs dans la nature. Il y a tout qui est à nos dispositions. Et ce qui met la pagaille, c'est l'homme. On le voit au niveau écologique, etc. C'est l'homme qui ne suit pas la nature. Il y a plein de signaux, et on n'est pas à l'écoute. Mais il y en a qui le sont. Et il faudrait que ce message, il le fasse passer. Mais il faudrait, malheureusement, il ne faudrait pas que ces gens qui sont porteurs de messages soient des gourous. Ou gourous dans le bon sens hindou. C'est-à-dire ils profitent un peu de leur situation d'être gourous, etc. Bon, et ça, c'est assez péjoratif. Mais des gens authentiques, il y en a comme Rabbi, etc., qui sont authentiques, qui redeviennent comme par hasard, hein, vous voyez, il ne faut pas désespérer, ils redeviennent sur le devant de la scène, et tout le monde court après ces gens-là, qui sont d'une humilité, qui sont tout près de l'humus, tout près de la terre. L'humus, c'est l'étymologie de l'humain, humanitaire. Hein, donc, vous voyez, il n'y a pas de contretemps dans tout cela. Et moi, je vois, je vous le dis, la nature, toute la création, si vous voulez, eh bien, elle est à l'unisson. Elle est au service de l'homme, et malheureusement, l'homme le casse, alors que cette nature nous tend les bras, et l'homme vient casser tout. Mais il y a des bougies qui s'allument, etc. Mais est-ce que vous ne pensez pas justement que les messages qu'on reçoit, qui sont quand même de plus en plus forts, la fonte des glaciers, tous les éléments climatiques qui se déchaînent, et les Américains qui avaient refusé de signer l'accord de Kyoto ont été depuis, avec Katarina, enfin, ils ont des éléments très puissants, leur dire, bon voilà, vous ne comprenez pas, donc il faut qu'on vous envoie des messages très très forts pour que vous puissiez réagir. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut qu'on passe par ce type de message? Est-ce que l'homme, il n'est pas plus réactif quand il est dos au mur sur ce genre d'événement, par exemple? Oui, mais on y est de plus en plus, hein, dos au mur, on y est de plus en plus, et je crois que il faut se souvenir de grandeur et décadence. Et c'est dans la décadence, c'est-à-dire que vous avez
les pieds au fond de la piscine et vous rebondissez. On est en train de rebondir. Peut-être qu'on n'est pas encore assez détérioré, mais sinon c'est la mort. Et la nature est bien faite, il faut qu'elle continue à tourner. Et on est à ce passage, si vous voulez. Hein. Il y a grandeur décadente, on voit ça dans toutes les cultures. Y compris même avec les étoiles, le Big Bang, c'est la dilatation, puis vasoconstriction, les étoiles, etc. Même partout, on a des signaux cosmiques, etc. Il faut voir, il faut être à l'écoute. Et l'homme, c'est le microcosme dans le macrocosme. On a eu ça aussi avec la culture romaine, quand ils sont arrivés à l'apogée, ils ont disparu. Les Perses, ça a été pareil. Oui, chaque fois qu'ils ont atteint un niveau de perfection, on a eu une décadence qui a fait que ça... Et je me demande si ce n'est pas nécessaire, si ce n'est pas des mouvements, on ne peut pas dire physiologiques, mais qui sont nécessaires pour, justement, pour pas que l'histoire s'arrête. Et on en est, il y a des nœuds de convergence, des dilatations, etc. On se demande si ce n'est pas nécessaire. Mais il faut quand même, parce que ça ne se passe pas sur une année, toutes ces choses-là, hein, vous devinez. Et alors, à partir de là, il faut garder l'espoir. Il faut garder l'espoir et puis d'emballer les gens. Et pour ça, il faut que les porteurs du message, de ce message, soient sains eux-mêmes. C'est tout le problème. Il ne faut pas, malheureusement, ils dérivent tous dans des délires mystiques. Et le délire mystique, c'est une psychose. C'est-à-dire, ils sont dans leur monde. Mystique ou mercantile, il y a quelquefois des oui. Alors, il y a deux catégories de mystiques. Il y a les grands mystiques comme Saint Augustin, Mère de Lisieux, Marie de Lisieux. C'est Sainte Thérèse, quelle erreur je fais. Vous avez le père de Foucault, etc., qui était un riche aristo, etc., qui, dans le dépouillement, il va dans le désert. Et alors, évidemment, mais malheureusement, et j'ai beaucoup de confrères qui ont des emmerdes partout et ils se mettent en psychose. C'est un refuge, c'est une facilité. Quand on a un gros pépin, on se met en psychose. Ceux qui ont j'en connais comme ça, des acteurs, etc., qui ont perdu quelqu'un de cher, ils se mettent en psychose, mais ils gardent l'ego et ils sont attirés par le fric. Donc ils cassent tout. Il y a deux psychoses, si vous voulez. Il y a le véritable délire, ils sont dans le mysticisme. Et vous avez donc la psychose mystique. Et malheureusement, ils l'emportent. Parce qu'ils parlent bien, etc. Ils n'ont plus, il n'y a plus de gang avec eux. Et on les suit parce qu'ils n'ont qu'une vérité. Ils sont convaincus, parce qu'ils ont restreint tout l'environnement. Ils n'en font plus qu'à. Donc ils gagnent des points, c'est facile pour eux. Et ils ont un discours qui porte. Mais leur vécu n'est pas si terrible que ça. Et ce n'est pas eux qui vont faire de l'humanitaire, etc. Donc, je suis un peu dur, mais je pense qu'il y a une part de vérité. C'est une réalité, mais par contre, ce sont des gens qui sont connus, donc leur message passe, parce que justement, ils ont cette notoriété qui font que ce qu'ils disent est vraiment absorbé d'une manière... Enfin, les gens y croient vraiment, quoi. Oui, mais enfin, s'ils suivaient vraiment, ils auraient un rayonnement. On le voit sur les visages des gens. Ils ne l'ont pas. Hein, ils sont mercantiles, etc. Ils parlent bien, ils sont connus, ils sont beaux, enfin, pas obligatoirement. Et les messages passent, mais pas pleinement. Les gens comme Rabbi, ils sont rayonnants, lumineux. Alors, Rabbi, c'est vraiment un phénomène. On revient sur donc Biarritz avec un thème qui est donc de la médecine ancestrale et que vous connaissez aussi par les médecines ethnologiques que vous avez vues dans vos voyages, à la médecine quantique. Donc, qu'est-ce que la médecine quantique pour vous? Est-ce que vous avez une définition à nous donner? Je sais que j'ai préfacé 2 livres sur la médecine quantique parce que c'est à la mode. C'est tout simplement une médecine vibratoire pour moi. C'est une énergétique. Elle est énergétique, évidemment. L'homéopathie, c'en est une. Malheureusement, elle a perdu de sa faiblesse, elle s'atténue parce que tous les organismes sont en psychose, c'est-à-dire que tous les émonctoires sont bloqués. Il y a tellement de chimie en eux, etc., qu'elle marche beaucoup moins bien. Bon, c'est marrant derrière, donc quelque part. Hein? Et bon, mais et en plus, quand même, le fondement de la médecine homéopathique, elle pénètre dans l'âme, comme je vous le disais tout à l'heure, parce qu'on étudie les rêves. On étudie qui sont classés suivant que c'est très hiérarchisé. Et si vous avez des signes pathognomoniques, c'est-à-dire uniques, etc., vous êtes obligé de diluer, de passer en 15 et 30 CH. Tandis que des signes ponctuels, aigus, c'est du 5 CH. Déjà, ça, c'est très astucieux. Je vous dis, on étudie les rêves, on étudie votre parcours, comment vous réagissez dans telle situation, etc. C'est-à-dire que ça signifie qu'on n'est pas semblables, tous les deux, on n'est pas semblables, on a nos variantes, etc., notre diversité. Et il faut en tenir compte. Sinon, si je vous soigne de façon symptomatique,
Bon, ça va marcher pour un petit phénomène, pour une petite pathologie. Mais les grosses pathologies, si on n'a pas pris tout ça en compte, hein, quand vous avez par exemple un boulimique parce qu'il est anxieux, il faut lui faire, il faut lui gommer sa boulimie parce qu'il est anxieux. Et c'est un gros bouffeur de sucre. Parce que le sucre, il va l'endormir, donc il va souffrir moins. Il y a plein d'explications comme cela, et puis en plus il va arriver donc, dans des pathologies de pléthore, etc. Quoi. Vous voyez, c'est très lié, hein, cette médecine de terrain, elle est très liée, et elle a une explication. L'autre n'a pas d'explication. Et il y a des résultats, je vous dis, dans des considérations ponctuelles, mais ce n'est pas la belle médecine dont on rêve. Donc vous pensez qu'elle a des limites un peu? Il y a beaucoup de gens qui décrivent l'homéopathie en disant on ne soigne pas un cancer de l'homéopathie, on ne soigne pas une sclérose en plaques. Je veux dire, est-ce que la médecine... oui, mais ça améliore le terrain quand même. Voilà, hein. Ça, il faut surtout... Oui, mais Claude Bernard disait le terrain c'est tout. Je veux dire, oui, mais enfin, disons que bon, vous levez les émonctoires, etc. Mais le cancer, c'est un crabe qui est ravageur. Il faut quand même le tuer quand même. Et on a des plantes, on a des techniques qui marchent. Il faut savoir que la chimio, elle marche dans 4% des cas. 4%, vous vous rendez compte? Et alors en plus, ça agresse tout l'organisme. Et puis vous en mourrez parce que on n'est pas su réparer. Il faut des antioxydants, il faut restaurer tout ce qui a été détérioré. Vous pensez qu'on a la vitamine C, le Pauperéra? Oui, il y a plein, il y en a plein, ça faut en prendre. Par exemple, je vous donne un petit secret. La propolis, si vous en prenez 2 gélules toutes les 3 heures,